années, ça fait 6 7 ans maintenant. J'ai cofondé le bruit qui court, on y reviendra tout à l'heure, en 2021. Et aujourd'hui, je suis toujours membre du bruit qui court, mais j'ai aussi une autre casquette puisque je travaille pour un député, qui est un député de Dordogne. Donc je fais un coucou à, je crois, c'est Pascal Martin qui est là. Je travaille pour Sébastien Pétavy, qui est député du coup de Dordogne et le seul député en fauteuil roulant de l'Assemblée nationale. Donc je travaille aussi à la fois sur le côté politique et aussi sur le côté militant avec le collectif dont on vous dira quelques mots juste après. Voilà, et je passe la parole à Chouchou. Merci. Ouais, du coup, moi, ça va faire un peu moins. Du coup, 3 ans que je suis dans le collectif. Moi, j'en suis rentrée au tout début pour en être sur les questions, notamment de tout ce qui va être RH, genre gestion du soin, notre collectif, des relations humaines. Et aujourd'hui, j'en suis co-coordinatrice depuis maintenant plusieurs mois. Et moi, à titre individuel, je suis facilitatrice mais aussi danseuse. Donc j'utilise vraiment beaucoup ce médium artistique pour faire véhiculer émotion et faire passer des messages. Donc c'est un médium qui me parle tout particulièrement. Mais on détaillera aussi tous les autres médiums que l'on utilise au sein du bruit qui court pour du coup faire véhiculer tout ce qui nous tient à cœur. Mais voilà pour un petit topo rapide. Bah, merci beaucoup. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment est né le bruit qui court et de quel constat vous êtes parti? C'était quoi le besoin un peu derrière enfin, finalement, comment est-ce que vous en êtes venu à créer un nouveau collectif et quel était le besoin derrière qui n'était pas adressé à l'époque? Je peux y aller pour cette partie-là. Donc déjà, pour rappeler un peu pour tous et toutes, nous, le Bruit qui court, on est un collectif d'artivistes. Donc on y reviendra, mais on rassemble des artistes et des militants et des militantes qui ont une fibre créative. Et j'avoue, pour vous raconter l'histoire, tout est venu de plusieurs verres, je pense, plusieurs apéros avec des amis, plusieurs amis militants. On était 7 au départ, on est 7 cofondateurs, cofondatrices du collectif en 2021. Et en fait, on a fait 3 constats. Le premier constat, c'est un constat plus personnel. On était tous très engagés, notamment dans les mouvements de jeunesse pour le climat et pour la justice sociale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait complètement mis de côté nos pratiques artistiques pour se lancer corps et âme dans la lutte. Peut-être que ça rappelle des choses à certaines personnes ici, mais on s'est dit, ah ouais, on n'a plus le temps de danser, on n'a plus le temps d'écrire, on n'a plus trop le temps pour ça parce que tout notre temps est pris par notre engagement. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on a un peu séparé ces deux univers? Est-ce qu'on ne peut pas continuer à faire les deux? Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qu'on s'est fait, c'était autour des émotions dont on va reparler, mais à quel point, et même moi à titre personnel, les émotions ont joué un rôle dans mon engagement. Et certes, on a besoin du rationnel, donc la compréhension des chiffres, des théories, de l'état du monde. Mais moi, je trouve que pour se mettre en mouvement, il y a aussi besoin d'un élan personnel qui vient d'une émotion forte, de quelque chose qui nous dépasse aussi et qui nous donne envie d'agir. Et en plus, les émotions, elles sont aussi beaucoup véhiculées grâce à l'art. Et donc, on s'est dit, c'est vrai qu'en fait, quand même, l'artistique, il vient nous toucher profondément dans nos cœurs et dans nos âmes, et ça pourrait servir aussi dans nos luttes. Donc ça, c'est le deuxième constat, la place de l'émotionnel et de l'art pour faire bouger les choses. Et le troisième constat, c'était un besoin de renouveler nos modes d'engagement. Moi, on a marché, j'ai signé des pétitions, fait plein de choses, et on s'est dit, il manque aussi une manière de s'engager qui est potentiellement plus créative, qui est plus joyeuse et qui change de ce qu'on imagine dans nos têtes de ce que est un militant ou une militante. Vous voyez peut-être ça, et je sais que Victoire Populaire porte aussi beaucoup ces messages-là. Mais du coup, il y avait un besoin de se dire, on fait comment pour changer notre manière de se mobiliser? Et ça, c'est un peu ces 3 constats qui nous ont amenés à se dire, ah, il manque un espace où on met de l'art, de la créativité et de l'engagement. Et je laisse Chouchou faire la suite sur du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qui on est exactement. Voilà, c'était ma question d'après et du coup, bah, vous anticipez même les questions. On est un très bon binôme, on fonctionne très bien ensemble. Ouais, non, du coup, pour l'actualité plus aujourd'hui maintenant. Donc le Brick Court, ça va faire 4 ans qu'on existe. Et donc en 4 ans, on a eu le temps de beaucoup travailler bah, qui on est, notre ADN, notre fonctionnement, notre gouvernance aussi. Donc elle a beaucoup évolué avec les gens qui l'ont composée. Et aujourd'hui, on est du coup un collectif de 31, 32 personnes à peu près qui viennent un peu, tout le monde n'habite pas au même endroit, on est un peu éparpillé en France. Il y a un gros pôle qui se situe à Paris, mais il y a aussi des personnes qui habitent à Marseille, qui habitent à Grenoble, à Bordeaux, et un peu après à Lille aussi, et un peu une ou deux personnes qui sont en territoire un peu plus rural. Donc on essaye aussi de pas se centraliser qu'à Paris.
Et après, on est aussi, donc, on a ce noyau du collectif et on a une communauté aujourd'hui qui nous suit autour de à peu près 600 personnes qu'on invite régulièrement à mobiliser sur des événements, à être bénévoles avec nous, à s'engager. Donc comme ça nous permet d'avoir deux noyaux assez actifs. Et aujourd'hui, donc on est un collectif structuré avec une gouvernance partagée où on s'est répartis en cercles pour arriver à garder la structure en tant que telle, tout ce qu'on peut entendre de la com, de la RH, du financier, enfin voilà, tout ce qui fait tenir une structure de manière aussi juridique et financière. Et ensuite, tout ce qui est composé en ce qu'on appelle nous nos projets, et du coup les actions que l'on va créer ou les projets que l'on va réaliser, soit qui vont partir en interne sur des thématiques qui nous portent à cœur, qu'on va faire en lien avec d'autres structures, soit également des structures ou des associations ou des ONG qui viennent nous chercher, qui viennent toquer à notre porte en mode on a un rapport, on a quelque chose qu'on a envie de soutenir, mais on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment le partager ou comment se mobiliser, et on a envie de le faire autrement, on a envie potentiellement de le faire de manière plus créative. Et donc, dans ces moments-là, on se met en lien avec elles et eux pour réfléchir, mobiliser. Parce que nous, notre ADN est vraiment à la jonction de du coup, ce qu'on appelle l'artivisme. Donc, on vient faire vraiment la jonction entre du coup l'artistique, plutôt la créativité, nous qu'on aime bien ce mot, et l'activisme, et de vraiment mettre ces deux-là en jonction ensemble et de venir le mettre au service des luttes, donc qu'elles soient environnementales, sociales, démocratiques, et de le faire, ce qui est très important pour nous, de le faire dans la joie et de manière collective. C'est vraiment nos deux ADN forts qui nous représentent. J'en profite avant qu'on passe, qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, mais si jamais il y en a qui sont intéressés dans le chat, dans la formation, qui veulent vous rejoindre, vous soutenir, comment est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, pour ça, la meilleure des façons, c'est de venir à des événements qu'on organise, d'être bénévole sur des différents projets qu'on peut organiser. La meilleure façon pour suivre ça, c'est sur nos réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a à la fois Instagram, mais il y a aussi, on a une super newsletter que l'on envoie une fois par mois, qui actualise aussi et qui dit pas mal ce que l'on fait et les possibilités. Et après, s'il y a vraiment un engouement après plusieurs événements d'être venu nous voir et qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu le temps d'échanger, de discuter, de voir s'il y avait vraiment une envie, on a après tout un parcours un peu d'accueil, d'intégration pour vraiment après rentrer dans le collectif. Et qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans le collectif? Quels sont un peu les... je cherchais le mot, mais ce que ça implique aussi que d'être dans le collectif, le temps que ça demande, etc. Pour ça. Eh ben, merci Et beaucoup je veux, et Julie va vous mettre le lien dans le chat pour ouais. la newsletter. Et je veux bien Euh, juste, Laurent, dire un mini truc Bien en sûr. plus, juste vous donner deux, trois exemples de projets, parce que souvent quand on parle d'activisme, les gens ils se font un peu une idée, mais c'est pas toujours très clair. Juste pour vous dire, je vous donne quelques exemples de choses qu'on a pu faire. On fait pas mal de performances dans l'espace public pour traiter des sujets dont on vous a dit. On a notamment une performance phare qui s'appelle Résiste, qu'on a fait à 7 personnes, mais aussi à 150, qui est très chouette. On a créé aussi un projet qui s'appelle Faites ensemble. C'était une pièce de théâtre sur les questions de démocratie qui a fait une tournée en Bretagne dans des territoires ruraux pour aller parler de démocratie aux personnes à travers le théâtre. On a créé un disco isoloir pour les élections européennes. On a pimpé un isoloir qu'on a mis dans l'espace public et on a fait voter les gens pour la prochaine musique pour changer l'ambiance et du coup de manière un peu joyeuse et fun parler des élections. Ou encore, on a créé un faux canular, enfin un canular contre Total Energy, et on a fait croire que Total allait construire un pipeline au milieu de la France, en envoyant des lettres d'expropriation à des personnes, enfin des fausses lettres d'expropriation à des personnes, et en utilisant les mêmes méthodes que Total. Et si vous voulez en savoir plus sur ce projet un peu fou, on a un documentaire, ça s'appelle WeCop, et il est sur YouTube disponible si vous voulez voir l'histoire du canular contre Total qui a très très bien marché. Voilà, ça vous donne un peu des exemples de choses qu'on peut faire. Voilà, on pourra mettre le lien aussi, mais je crois que le lien de toute façon est sur les réseaux sociaux vers le documentaire. Merci beaucoup pour ça. On va rentrer dans le cœur du sujet et on va commencer par parler des émotions. Tu l'as dit, effectivement, les émotions, il y a, enfin, c'est votre constat de base avec le bruit qui court, il y a quelque chose de très important dans le fait de se mettre en mouvement. Alors, vous avez parlé d'émotions très positives, la joie, l'enthousiasme, mais j'avais le cliché que c'était plutôt des émotions parfois négatives qui faisaient mettre en mouvement, la colère, le sentiment d'injustice, des choses comme ça. Euh, Comment est-ce que je me trompe? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Et si je me trompe pas, comment est-ce qu'on convertit des émotions négatives en positives? Ou alors est-ce qu'il faut garder
au fond de nous une part de colère, etc. Comment est-ce que vous gérez ces émotions à la fois négatives et positives dans le fait de se mettre en mouvement? Euh, et ben, c'est en effet une question qui n'est pas évidente. Moi, je trouve que déjà, ce qui est important de redire, ça paraît un peu banal, mais c'est assez structurant, c'est qu'en fait, nos émotions, pour moi, on ne peut pas les décorréler de notre engagement, qu'il soit militant, qu'il soit politique. Nos émotions sont très liées à ces engagements-là. Et pour moi, chaque acte militant vient aussi nous amener des émotions qui peuvent être très diverses et elles sont toutes acceptables et toutes acceptées et elles sont normales et légitimes. Et en plus, pour moi, une émotion, c'est pas bien ou mal. Grosso modo, c'est une information que notre corps et que notre esprit nous donne et qui nous donne envie de faire quelque chose ou non. Moi, typiquement, à titre personnel, je suis passée par beaucoup d'émotions dans mon militantisme et quand j'ai fait ma prise de conscience écologique, c'était en 2019, moi j'ai été très en colère pendant un moment. Autant vous dire que mes repas de famille, c'était cata. Surtout que ma famille avait pas du tout les mêmes idées politiques que moi. Donc pendant des mois, ma famille ne comprenait plus. Ma grand-mère pensait que je faisais partie d'une secte, pour vous dire. Et j'ai eu énormément de colère face à l'état du monde et qui se projetait aussi sur mes proches. Après ça est arrivée aussi une phase de grande tristesse, de prise de conscience de tout ce qui allait nous arriver. Et en fait, c'est parce que j'ai eu ce processus et parce que j'ai vécu ces émotions-là que j'ai pu, quelques temps après, me reconnecter aussi à la joie que c'est de m'engager. Et moi, je pense que, enfin, en tout cas, la joie, c'est ce qui m'a permis de tenir sur le long terme. Je pense que vous le savez, c'est pas un sprint, mais c'est un peu un marathon qu'on a à faire au vu de tous les enjeux. Et moi, je sais que mon énergie pour y arriver, c'est la joie et qu'elle me porte très fort et que j'ai réussi petit à petit à m'y connecter, mais ça m'a pris du temps. Et c'est OK, et ça peut prendre plus de temps pour d'autres, et pour d'autres personnes, c'est vraiment la colère qui les motive. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on a fait au Bruit-qui-Court, c'est que la joie, elle nous rassemble beaucoup et elle nous permet de tenir face aux enjeux du monde. Mais encore une fois, c'est un processus. Et en plus, enfin voilà. Et je pense que la joie, elle renverse la peur aussi. Et qu'elle est très politique. Et que c'est un acte politique que d'être joyeux dans nos luttes. Voilà. Je sais pas si Chouchou, tu veux compléter. Ouais, je pense, enfin, je sais pas si pour certains c'est quelque chose qui, on parle souvent de la théorie du U, de cette théorie émotionnelle de, c'est très haut, on est monté très haut, on descend et souvent on descend dans ces émotions qui peuvent être assez négatives. Et ensuite, il y a souvent cette remontée par un événement, par une rencontre, par un moment collectif qui fait que aussi on remonte dans, en fait, j'ai passé toutes ces étapes aussi, bah, de deuil, d'acceptation, de compréhension pour remonter et me remettre en énergie. Et je pense que c'est aussi beaucoup ce qu'on essaye de chercher à faire au sein du bruit qui court, dès lors qu'on travaille sur quelque chose, un projet, une performance, une action, on essaye aussi de faire véhiculer ces émotions parce que je pense, tout comme c'est politique, c'est aussi important de pas dénigrer et invisibiliser ou silencier la colère, la tristesse, les émotions négatives. Et je pense qu'on essaye vraiment de les faire accepter, les dire qu'elles sont légitimes dans l'espace et comment en fait celles-ci comment dire, on les bonifie pour qu'ensuite on en fasse une force et que cette force devienne joyeuse et qu'elle devienne force d'action collective et initiatrice, quoi. Ouais, alors tu as parlé, moi il y a un truc qui m'a interpellé, et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat aux intervenantes. Mais tu as parlé t'as dit le mot deuil, et effectivement dans le parcours que tu décrivais, Julie, colère, tristesse, acceptation, joie, etc., ça fait penser un peu aux étapes du deuil. Mais du coup, alors peut-être une question, le deuil de quoi déjà? Et surtout, comment est-ce que vous faites? Donc, j'ai bien retenu accepter les émotions, les accueillir. Et comment est-ce qu'on fait pour pas rester bloqué, entre guillemets, dans le creux du U, les émotions négatives? Comment est-ce qu'on fait pour les accepter quand même, mais peut-être les convertir en quelque chose de productif? Je peux réagir sur le deuil. Pour moi, enfin, moi, je sais qu'au tout début, pareil, je pense qu'il y avait de la colère. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose dans mon activisme de j'idéalisais, enfin, je sais pas si j'idéalisais, en tout cas, je visualisais vraiment une finalité ou ou une situation ou une société que j'espérais le plus être de cette façon. Et juste après, j'ai grandi, j'ai rencontré, j'ai compris tous les enjeux, j'ai compris l'intersectionnalité aussi de nos luttes et de tout ce qui se passe. Donc, je pense que à titre individuel, vraiment très personnel sur les enjeux qui me touchaient pour moi, ben, j'ai fait le deuil en fait sur certaines choses, sur potentiellement je vais pas arriver à toucher à cet endroit-là précisément, ou je vais pas arriver à toucher.
la planète entière. Enfin, j'extrapole un peu, mais en fait, je pense qu'on est tous différents et on fait tous peut-être un deuil à certains endroits sur les personnes qu'on va toucher, sur l'environnement qu'on va peut-être réussir à changer ou un aspect de la société qu'on va pouvoir réussir à changer. Et je pense que c'est accepter, entre guillemets, ce deuil dans le sens de euh, j'accepte que ça va peut-être pas changer à l'endroit où j'idéalisais que ça va changer. Et en fait, de l'accepter, de le conscientiser, je pense que c'est ce qui permet ensuite de faire cette remontée de OK, je rationalise, mais en fait, il y a quand même une mise en action possible et de passer ensuite sur cette étape positive, je dirais. Et je sais pas si tu veux répondre sur la suite, Julie, la deuxième question. Oui, après, en effet, je pense que ce qu'on va vous dire est peut-être pas révolutionnaire, mais pour moi, l'une des choses et qui, pour nous, dans le collectif, ce qui nous a un peu permis de sortir de ces périodes-là, potentiellement de deuil ou de difficulté, la première chose, c'est le collectif. Enfin, moi, je sais que je sais pas si je serais encore militante si je le faisais toute seule, quoi. Enfin, je pense que ce serait trop difficile. Et le fait d'avoir rejoint un groupe, d'avoir rejoint une asso, ou je sais pas, enfin, d'avoir fait un groupe de potes avec qui on discute de ces enjeux, en tout cas, ne pas se sentir seul. Moi, je pense que l'isolement, c'est une des choses qui crée aussi beaucoup d'éco-anxiété et beaucoup d'inaction. Par rapport au sujet, alors que si on se rassemble avec des gens qui ont à peu près les mêmes idées, ça change quand même beaucoup la donne. Et je pense que si vous êtes à Victoire Populaire et que vous, en tout cas, vous suivez ça, c'est que je pense que vous avez aussi cette vision-là. Donc moi, je trouve que retrouver du collectif, c'est vraiment une des choses qui permet le plus de bouger et de progresser. N'empêche que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des émotions qui sont pas faciles au sein d'un collectif. Et je trouve que nous, on a aussi appris dans le bruit qui court, et on vous redira avec des exemples, mais avoir une culture qui permet à ces émotions-là de sortir, parce qu'il y a des moments, même si on est tous hyper contents d'être ensemble, on est aussi potentiellement tous très déprimés de la situation. Et donc, être en collectif n'enlève pas les émotions plus difficiles, mais elle permet en fait de les traiter en groupe et de pas se sentir seul, quoi. Donc, il y a ça, et évidemment le passage à l'action et le fait de faire quelque chose. Ça, je pense que je vous l'apprends pas non plus, mais c'est selon moi une des clés pour se mettre en mouvement, quoi. Et j'ai une question aussi sur la temporalité, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a un processus, qui prend un certain temps, qui s'inscrit plutôt dans le temps long avec des guillemets ou moyen terme en tout cas. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que vous faites pour sortir un peu de l'effet avalanche d'actualité ou de sortir justement de ce temps court qui peut parfois, alors surtout quand on est militant et surtout quand on est militant de gauche, en ce moment, peut être un peu compliqué à gérer. Oui, clairement. Je vais essayer de donner des exemples un peu concrets, mais en tout cas, nous, une des choses qu'on essaie de faire au sein du collectif, c'est de... Déjà, on réagit pas à toute l'actualité. On fait déjà, première chose, c'est, je pense, faire des choix sur les sujets qu'on va traiter et sur les choses sur lesquelles on travaille, malgré l'état du monde et malgré les 1000 sujets sur lesquels on a envie de bosser. À la fois, ils peuvent nous déprimer, en même temps, ça peut donner grave d'énergie en disant, il y a plein de trucs à faire. Mais je pense la première chose, faire des choix et s'aligner collectivement sur les choses qu'on veut vraiment traiter ensemble, ça c'est une des clés. Et nous, ça nous arrive aussi régulièrement d'être en mode, là vraiment c'est un peu la merde à plein d'égards, pardon pour le terme, mais et on a besoin d'extérioriser et enfin, on se sanctuarise aussi des temps pour se demander comment ça va, parler justement de l'émotionnel, laisser la place aux émotions avant de penser à l'action. Et je pense que moi, ça m'a manqué dans certains mouvements militants d'avoir la place de on digère nos émotions pour ensuite mieux réfléchir stratégiquement à ce qui est le mieux à faire. Et parfois, ça veut dire ne rien faire et décider de ne pas traiter ces sujets-là. Vous voyez, Ouais. c'est pas facile, ça demande parfois aussi des deuils de se dire on va pas parler de, je sais pas, là, du Groenland, j'ai ça en tête parce que je lisais un article là-dessus, parce qu'on a décidé de pas parler de ce sujet-là. Ça veut pas dire qu'il nous touche pas, mais voilà, faire des choix et accepter les temps collectifs, émotionnels pour prendre soin de nous. Ça, c'est hyper important et je vous conseille, enfin, notamment si vous êtes sur des listes municipales ou dans des campagnes, de prendre des temps qui sont juste sur l'émotionnel et du soin. C'est primordial, quoi. Enfin, je pense que Voilà. tu Non, penses un peu à ça. merci beaucoup. J'en profite aussi pour dire qu'il y a forcément, si on a choisi de faire cette formation avec Victoire Populaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui font écho euh, avec nos luttes, nos modes de mobilisation, etc. Vous remarquerez, et tu l'as déjà dit, mais il y a des petits conseils
comme ça qui sont un peu disséminés au cours de cette formation. On aura un petit temps aussi pour essayer de récapituler un peu les différents conseils, mais bien entendu, il y a des conseils à prendre pour les groupes locaux Victoire Populaire et ou pour les mobilisations et la campagne municipale et celles à venir, bien sûr. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose et je sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe au chapitre suivant. Ouais, peut-être un mini truc, enfin, quand tu dis conseil, enfin moi si je peux donner un conseil effectivement dans cette urgence et que moi je constate aussi avec plus cette cassette facilitatrice, c'est vraiment prendre le soin de l'humain dans nos collectifs et dans nos organismes. C'est ce qui, je pense aussi, permet, comme a dit Julie, de quand on veut se mettre en action et une action qui va peut-être demander plus de rapidité parce qu'il va y avoir un rétro-planning ou quoi, mais comme on a pris le temps de gérer et de prendre soin de l'humain. Et prendre soin de l'humain, c'est vraiment une grosse valise que là, je vous dis. Il y a plein de choses, ça part de vraiment des individualités des personnes qui en font partie pour vraiment faire sortir quelque chose qui va correspondre au groupe. Mais pour moi, c'est ce qui évite ce qui va éviter des tensions, ce qui va éviter qu'on n'est pas d'accord sur de la strate et on va pas aller sur ce qui nous plaît, on va pas y aller collectivement, on va pas y aller dans de la joie et dans de l'envie. Donc vraiment, je pense que c'est un vrai enjeu aussi dans ce qu'est notre militantisme et notre engagement et ce qu'on a envie de faire que de aussi avoir ces espaces de soins et des espaces informels, aller prendre l'apéro, aller sortir faire des choses, prendre le temps d'aller au ciné, de faire des activités collectives. C'est que du bonus, même si sur le moment on a l'impression que pourquoi est-ce qu'on le fait alors qu'il y a de l'urgence? Moi, je pense que c'est vraiment vital aussi que de célébrer, de passer du temps informel ensemble, quoi. Tout à fait, de l'importance des apéros dans les mobilisations. Euh, le deuxième chapitre, et pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, mais le deuxième chapitre, c'est effectivement l'art. Donc, vous avez fait effectivement le lien entre les émotions et l'art, parce que effectivement, bah, l'art, c'est une manière d'exprimer des émotions, mais aussi de les susciter. Euh, alors, j'avais mis quelques questions, mais on peut rajouter aussi d'autres questions. J'allais dire, qu'est-ce que l'art peut apporter, qu'est-ce qu'il ne peut pas apporter, et quel est le lien avec les émotions? Comment est-ce qu'on exprime des émotions en art? Comment est-ce que est-ce qu'on cherche à faire susciter des émotions et via quel type d'art? Finalement, il y a aussi le côté, qu'est-ce que c'est l'art? Vous, le bruit qui court, c'est quoi un peu le périmètre que vous avez mis sur l'art et quel type d'art vous exprimez, vous faites? Ouais, carrément. J'ai commencé sur cette question. Nous, on était un peu, en regardant les questions avant, on était un peu curieuse avec Julie aussi, s'il y en a certains qui ont envie de mettre dans le chat, s'il y a des artistes ou des événements que vous avez vus et qui vous ont un peu impacté personnellement, émotionnellement. Enfin, si vous avez envie de partager là dans le chat, nous, on est très preneurs, preneuses aussi un peu, s'il y a eu un élément déclencheur un peu qui vous a aidé dans une prise de conscience ou dans une prise d'action. Parce qu'on pense aussi il y a beaucoup d'inspiration qui nous aide à se mettre en action. Et du coup, pour commencer à répondre aux questions, euh, nous, au sein du collectif, on préfère plutôt le mot créativité que le mot art. On s'est beaucoup questionné sur le mot art. Ça a fait pas mal dissensus au sein du collectif. Et je pense aussi à la fois parce qu'on est un collectif avec différents profils où il y a des personnes qui sont artistes, qui se disent artistes de base avec une fibre d'activisme, de mobilisation, à l'inverse des personnes qui sont vraiment activistes et qui ont cette envie de créativité, de créer, de faire des choses, d'autres qui sont un peu au milieu. Et donc c'était vraiment difficile de se rassembler sur c'est quoi l'art, qu'est-ce qu'est l'art pour nous, quel est le point. Et où à l'inverse, on s'est beaucoup plus retrouvé sur le mot créativité et qu'on se met dans une action créative, qu'on se met en ce qu'on appelle aussi de la résistance créative. Donc on va réfléchir à comment se mettre en action avec des médiums créatifs qui partent de manière assez différente au sein de notre collectif. Entre on a du théâtre, on a du texte, du mouvement, de la danse si on va chercher un peu plus, du graphisme, de l'illustration, tout ce qui va être un peu le panel visuel. On a le chant, on a la voix, enfin voilà, on va utiliser plein de médiums différents. Et nous, ce qu'on dirait, on a plusieurs sujets, mais pour nous vraiment, et ce qui revient avec la question d'avant, ce que ça va apporter, ça va permettre d'apporter, de toucher les émotions. Et donc, qui dit toucher les émotions va pour certaines personnes différemment à différents moments, mais soit venir toucher quelque chose qui va sortir des tripes ou que vous allez avoir dans le ventre à ce moment-là parce que vous avez vu quelque chose et vous êtes dit waouh, alors là, c'est vraiment venu me toucher en plein cœur. Ça touchera peut-être différemment une autre personne, mais un des premiers trucs, c'est que ça vient toucher
au fond de soi. On pense aussi que ça amène de la beauté finalement dans nos luttes et dans ce qu'on fait et dans ce qu'on crée, que ça peut venir apporter quelque chose de nouveau, un nouvel imaginaire et également permettre de rendre visible l'invisible, de venir mettre des mots, de l'image, des gestes sur tout ce qu'on peut vivre, sur des oppressions qu'on peut vivre, des discriminations, des moments qui sont difficiles et que des fois passer par un médium plus créatif, pardon, peut aider juste à en fait visibiliser ce qu'on va avoir du mal à dire, à exprimer. Je sais pas si Julie, tu as d'autres points que tu voudrais dire. Un autre truc pour moi qu'apporte l'art, enfin en tout cas aussi l'artivisme, c'est que ça amène un nouvel imaginaire du militantisme. J'en parlais tout à l'heure. Je ne sais pas vous, mais moi quand je parle à des personnes qui ne sont pas militantes de ce que c'est que être activiste, être engagé, les gens ont une certaine image de ça et beaucoup d'ailleurs d'émotions qui ressortent, c'est la peur, la violence, c'est difficile, voilà. L'avantage d'utiliser l'art dans nos luttes, c'est que ça vient transformer et on vient mettre, en fait, enfin, on utilise l'artistique pour aussi se donner une autre image et montrer autre chose et dire, en fait, être activiste, être engagé, ça peut être aussi ça, avec de la créativité, avec du beau, avec de l'humour. On utilise aussi beaucoup l'humour. Je pense aussi, d'ailleurs, c'est très stratégique dans les luttes et qu'on ne l'utilise potentiellement pas assez. Et en fait, pour moi, le fait du coup, on n'a pas la casquette activiste comme les gens l'imaginent, ça permet de toucher d'autres publics et de toucher différemment les gens. Et je vous donne juste un exemple un peu concret, mais il y a quelques années, on a fait une action contre le Black Friday. Donc la veille du Black Friday, on est allé dans un grand centre commercial à Paris, de Châtelet-Léal. On a ramené 1500 kilos de vêtements qu'on était allé emprunter au relais. Et on a créé une performance artistique avec ces vêtements pour dénoncer le Black Friday et les conséquences de cette journée, notamment sur des pays africains qui se retrouvent avec des centaines, milliards de tonnes de nos vêtements chez eux. Et en fait, on s'est présenté quand on a fait notre demande en préfecture pour faire cette chorégraphie, on s'est présenté comme des artistes qui venaient faire une performance artistique. Ça a été accepté. Et en fait, le fait est qu'en passant en disant on est des artistes, on a un regard complètement différent et on a enfin, on a l'accès à d'autres espaces et à d'autres lieux pour faire des choses. L'année suivante, vu qu'ils nous connaissaient et qu'on a redit, ils n'ont pas accepté qu'on y revienne parce que finalement notre message était politique. Mais le fait d'avoir utilisé l'art, ça nous a permis d'aller dans des espaces, dans des lieux où on n'aurait pas pu aller si on s'était passé, on avait dit qu'on était des activistes avec un message politique. Et donc, je trouve qu'il y a aussi une stratégie à avoir en mode, en fait, être artiste, ça nous permet de sortir des sentiers battus et de montrer autre chose. Voilà, ça c'est un petit exemple. Et une autre chose que ça apporte, l'art, je ne sais pas vous, mais en tout cas, nous, ça nous donne tellement de force et d'énergie. En fait, le fait de se dire, il y a un sujet hyper lourd, mais je vais aller danser par rapport à ce sujet-là, ça crée autre chose et ça nous donne beaucoup de force. Et un aussi de nos objectifs au Bruit c'est que les gens dans le collectif se sentent bien. Au-delà d'aller toucher d'autres personnes, on a aussi un objectif stratégique interne de faire en sorte que les militants se sentent bien et continuent à lutter. Et pour ça, le fait d'être dans le corps, le fait de changer nos manières de penser en y mettant du chant, de l'art, du dessin, de la créativité, en fait, ça nous fait du bien. Et donc, moi, je me sens plus forte aussi pour affronter toutes les choses parce qu'on le fait avec de l'art. Et alors, à vous entendre, il y a une question qui me vient. Enfin, du coup, l'art et politique, ça me semble évident, même si du coup, certaines autorités le découvrent un peu tardivement. Mais du coup, pourquoi est-ce que l'art est pas plus utilisé dans les combats ou dans les luttes politiques? J'ai l'impression que, enfin, pour moi, la place des artistes, notamment dans les campagnes politiques, c'est vraiment relégué au rang de je mets ta tête sur une photo et c'est un joli soutien ou il y a un comité de soutien. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est pas plus utilisé dans les mobilisations, dans les techniques de mobilisation ou les campagnes politiques, selon vous? Je sais pas s'il y a une réponse évidente. En vrai, enfin, j'ai l'impression que tu me dis chouchou ce que tu en penses, mais pour la partie artistique, notamment, je trouve il y a un contexte très particulier en France où on a beaucoup divisé les espaces en mode la politique, c'est le politique, les artistes, c'est les artistes, et du coup, ces deux mondes se mélangent très peu, et c'est difficile pour certains artistes de prendre position politiquement. Vous l'avez probablement vu pendant les élections anticipées en 2024, ou des influenceurs, des influenceuses qui ont pris position, c'était très compliqué.
Alors que par exemple, si on prend les États-Unis, cette frontière, elle n'est pas du tout là. En fait, il y a plein de stars. Beyoncé fait des concerts pour les démocrates et c'est genre hyper normal. Donc je pense qu'il y a un contexte très culturel. Alors que nous, on est les premiers à dire qu'on pense que les messages passés par les artistes sont aussi hyper puissants et pourraient vraiment venir soutenir nos luttes de ouf. En fait, si on avait des artistes français hyper connus qui prenaient plus position, probablement que ça aiderait les choses. Et je vous donne juste un mini exemple, parce que bon, je suis fan de Taylor Swift aux États-Unis, mais elle a appelé notamment sa communauté à aller voter pour les dernières élections. Et en un seul tweet, quoi, un seul message Instagram, c'est des centaines de milliers de gens qui se sont inscrits sur les listes électorales. Juste pour vous donner un exemple de l'ampleur que ça peut avoir s'il y a des positionnements des artistes. Ouais, et je fais le lien avec un précédent webinaire qu'on avait fait un midi, effectivement, sur le. Tu as parlé de l'humour. On avait fait un Ouais, webinaire sur la campagne de Zoran Mamdani et effectivement, l'humour. Alors en plus, c'est un artiste, hein, il était rappeur avant, il a fait des clips qui sont ouais, d'ailleurs très intéressants, je trouve, à regarder. Mais effectivement, il a grave. beaucoup utilisé l'humour, qui est quelque chose qu'en France, on utilise très peu. On Euh, n'est pas que les drôle. Enfin, politiques, en tout cas, utilisent franchement. très peu. Les échos, enfin entre guillemets, si je caricature, les écolos, on n'est pas très drôle, quoi. Enfin, globalement, on dit, je caricature beaucoup, hein, mais on va mourir demain, c'est la fin du monde. Enfin, en fait, du coup, nous, faire un canular contre Total, c'était plus, en tout cas, utiliser la satire et l'humour, on trouve ça, enfin, on trouve que ça a vraiment un rôle à jouer et que c'est sous-utilisé. Donc, même pour vos campagnes municipales ou pour vos projets à victoire populaire, brainstormer sur les trucs drôles qui sortent du cadre. Ça change énormément la donne aussi dans les mobilisations. Ouais, tout à fait. Vas-y, chouchou. Oui, je voulais juste, en appuyant sur ce qu'a dit Julie, je pense qu'en plus, cette barrière qui effectivement a séparé un peu les deux mondes fait qu'aussi, enfin, moi j'ai rencontré des personnes enfin, sur les réseaux ou des artistes où en fait, ils ont envie de prendre la parole, mais en fait, derrière leur communauté, soit leur met un backlash, soit leur dit en fait, moi je suis venue écouter si je prends un artiste musical, je suis venue écouter ta chanson, mais ta chanson elle a pas à être politique. Donc en fait, il y a aussi beaucoup cette peur aussi de prendre la parole, de peur que derrière, juste se prendre une haine. Donc aussi, je pense, c'est comment est-ce que on arrive à faire une convergence en fait dans nos espaces et que, par exemple, des espaces activistes, on arrive aussi à, si on a envie de l'artistique, on a envie d'artistes qui nous viennent avec nous, en fait, de les soutenir et de les, comment dire, de leur dire, on va vous aider. Et si en fait il y a une vague de haine, eh ben, on va faire attention à vous et on va prendre soin et on va contrer aussi ça. Je crois que c'était bah, dans les élections législatives anticipées où il y avait eu une boucle Telegram qui s'était lancée comme ça parce qu'il y avait eu plein d'influenceurs qui s'étaient mobilisés, qui avaient fait passer des messages. Et il y avait une boucle un peu secrète en backup qui, dès qu'on voyait un commentaire un peu haineux ou difficile sur sur les réseaux de la personne, eh bien, on était plusieurs à venir mettre des messages de love, des messages de soutien, etc. Pour aussi soutenir en fait les personnes qui ont envie artistiquement de soutenir des endroits quoi. Donc je pense qu'il y a aussi plein de comment est-ce qu'on arrive à créer en fait ces convergences et ces ponts entre tous ces espaces pour que l'artistique soit plus soutenu. Et je pense qu'aussi c'est un vrai enjeu conjoncturel actuel il y a aussi moins de sous dans notre culture ou pour l'artistique. Et donc c'est un vrai enjeu aussi si on a envie d'avoir ça, comment est-ce qu'on y alloue du budget, du temps, ou un peu aussi d'y trouver en fait un peu des alternatives un appel à projet. Il est peut-être pas estampillé artistique, mais en fait on peut peut-être y passer quand même de l'artistique. Enfin, voilà, il y a quand même aussi un enjeu conjoncturel français aussi avec notre gouvernement qui ne soutient pas la culture, en tout cas financièrement, assez dans sa temporalité actuelle, je dirais. Tout à fait. Et ça fait écho effectivement à ce que disait Alexis dans le chat. Art et politique, ça me fait penser aux médias qui se disent apolitiques et qui font la propagande de l'extrême droite Mm. en la normalisant. Est-ce que finalement, se dire C'est nier la clair. dimension politique de quelque chose, est-ce que ce n'est pas faire le jeu de l'extrême droite? Non. J'ai Je... un cas politique en plus, donc tout est politique. Très bien. Rappelez-vous, tout est politique. Effectivement, c'est vrai en le mentionnant, c'est visualiser ça et ça permet aussi de repolitiser des espaces qui ont du mal à le faire. N'hésitez pas à continuer à poser des questions ou s'il y en a qui veulent prendre la parole, à lever la main. Je vois l'heure qui tourne, je vais avancer un petit peu. Effectivement, on a appelé ça. Alors, s'il y avait un mode d'emploi simple et unique et applicable à tous, ça se saurait. Mais en tout cas, quel est le mode d'emploi pour créer des luttes joyeuses et plus généralement, quels sont les éléments à être attentifs ou à réunir pour créer des luttes épanouissantes et joyeuses, et notamment dans le champ politique, puisque c'est celui qui nous intéresse, mais pas que.
Et ben pour ça, on a aussi une petite question pour vous dans le chat et les personnes ici présentes. On s'est dit que ce serait cool de faire ensemble notre recette pour des luttes joyeuses et artistiques, de voir quels sont les ingrédients dont on a besoin. Et donc, si je vous pose la question, vous, avec juste des mots assez simples, de quoi vous auriez besoin en fait pour que votre lutte elle soit joyeuse, lesquelles, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont trop souvent oubliées? De quoi est-ce qu'on manque? Ce serait quoi la recette pour vos luttes joyeuses à vous? De quoi vous avez besoin? Si vous pouvez nous le dire dans le chat. Chanter, trop bien. Merci Marielle, en effet. Le chant, c'est vraiment très très cool. Ouais, ou Mm. prendre la parole s'il y en a qui souhaitent partager. J'ai vu qu'il y Ouais, avait effectivement quelqu'un qui disait, Fanny qui disait, ça fait écho à l'université d'été des mouvements sociaux, ouais. effectivement. On a apporté de la Danser, créativité, de la facilitation graphique, ouais, typiquement. Chanter, danser, créer, collectif, danser, l'humour, l'humour. carrément. Je Et est-ce que rajoute un plus ça un vous... je rajoute un plus un sur l'humour de mon côté aussi. Ouais. Et est-ce que vous trouvez... Enfin, vous en manquez aujourd'hui ou est-ce que vous arrivez à trouver des espaces pour faire ça? Être en groupe ensemble, l'empathie, l'amitié, le collage, des images qui relient. Ouais, carrément. Je pense qu'on est assez d'accord avec vous sur plein de trucs que vous avez dit. Créer des événements joyeux. Apéro en majuscule, dit Julien. Oui, tout à fait. Euh, c'est trop Et cool. est-ce qu'il y a je vais, merci beaucoup hein, pour vos photos, vidéos, je vois, merci beaucoup pour vos contributions dans le chat. Je vais poser une question qui est volontairement un peu plus chiante que les autres, mais est-ce qu'il y a aussi des trucs dans la gouvernance d'un collectif qui permettent justement de créer ces conditions-là? Carrément. Je sais pas si Chouchou, tu veux répondre pour ça. Oui, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a plein de choses. Enfin, moi, j'en dirais que d'expérience de différents collectifs, je pense que le premier truc à dire, c'est que ça part beaucoup du collectif en tant que tel. Enfin, une gouvernance, elle se crée vraiment avec les personnes qui sont présentes. Et du coup, une gouvernance, une organisation peut pas être décalquée exactement pareil à un autre groupe en fonction du contexte, en fonction de l'enjeu, de l'environnement. Et je pense que ce qui aide beaucoup, c'est de partir de qu'est-ce qui nous donne sens, de où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a envie d'aller en plus collectivement, un peu c'est quoi notre ligne directrice, et de là, de celle-ci, en découler ensuite, ok, eh bien pour faire cela, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? C'est quoi en fait les éléments et les besoins humains, structurels, fonctionnels qui vont être nécessaires, et d'arriver ensuite à les découper, à les créer un peu, nous on appelle ça au sein du collectif des cercles, et du coup on a un cercle sur l'administratif, un cercle sur toutes nos prestations, et en fait, mais à chaque fois, on est vraiment parti du coup, de notre stratégie, de notre théorie, et on l'a découplé en opérationnel au sein de notre gouvernance. Et après, je pense qu'aussi dans toute gouvernance, il y a aussi à pas oublier tout ce qui va être comment est-ce qu'on prend les décisions ensemble, comment est-ce qu'on fait ensemble, comment est-ce qu'on communique ensemble aussi. Donc ça fait partie aussi euh, de comment faire collectif et à quoi penser aussi dans une gouvernance. Donc je pense que c'est aussi très important à poser quel est le cadre qu'on a envie pour fonctionner ensemble, de quelle façon. Je vois une écriture dans le chat, mais prise de parole alternée. Ça en fait partie, c'est des choses qui en fait partie, l'intergénérationnel, enfin un peu se poser toutes ces questions et en fait créer sa gouvernance et sa structure en fonction de ça, surtout un peu ces piliers-là. Il y a une question aussi qui était posée dans le chat et qui me semble intéressant de vous poser. Comment convaincre, Elodie qui demande comment convaincre que ces actions sont tout autant sérieuses, avec des guillemets, et servent à quelque chose? Hmm, Effectivement, c'est une question enfin, que je me pose aussi, comment pas être décrédibilisé, entre guillemets, parce que vous l'avez dit en plus en intro, la politique, en France, on estime que ça doit être sérieux, alors peut-être sûrement à tort pour moi, mais en tout cas, on estime que ça doit être sérieux, il y a un décorum un peu sérieux. Comment convaincre que ces choses-là, en fait, sont tout autant sérieuses et font partie de l'action? Bah, déjà, nous, d'expérience avec le Bruit course, qu'on a testé plein de trucs, dont qui ont marché ou qui ont moins bien marché. Globalement, je trouve, enfin, j'ai pas l'impression que c'est un des trucs qui ressort beaucoup de vous êtes pas sérieux et vous n'êtes pas crédible. Je pense que moi j'ai remarqué que c'est un truc j'ai peut-être une peur que moi j'avais ou qu'on avait plus dans les milieux militants que ce qui arrive dans la réalité. Parce qu'en fait, on se rend compte en étant aussi, nous, avec des vrais artistes professionnels et en mettant beaucoup de travail sur la direction artistique, sur faire du beau,
En fait, on a un vrai travail pour proposer quelque chose qui est vraiment réfléchi, qui est pensé, qui est professionnel. Et c'est pas parce que c'est pas sérieux, enfin que c'est pas qu'on ne traite pas de manière très sérieuse un sujet, que c'est pas professionnel et bien amené. Donc en vrai, déjà, je pense que c'est une, en tout cas moi de l'expérience, tu me dis chouchou, mais c'est plus une peur que nous on a qu'un truc qui arrive vraiment. Et peut-être que c'est aussi un potentiel blocage en mode c'est sérieux la politique, c'est sérieux ces sujets, donc on doit absolument être sérieux. Au contraire, nous on touche beaucoup plus d'autres personnes qui ne sont pas convaincues en n'étant pas très sérieux sur ces sujets-là. Donc vraiment, je pense qu'il faut prendre le contre-pied de ce truc. Euh, et je pense que, enfin, aussi juste poser la question aux gens en disant, vous avez un sujet qui vous tient à cœur, bah, s'il y avait une chanson, une pièce de théâtre, un dessin dessus, est-ce que vous trouveriez ça moins sérieux? Probablement pas. Et en fait, on se rend compte que tout de suite, en essayant de ramener à soi et à son expérience personnelle de ce que l'artistique peut nous apporter, on passe pas pour des gens pas sérieux, quoi. Une autre question intéressante aussi, est-ce que vous avez abordé le... Alors non, on n'a pas abordé cette question, mais du coup, on va la poser. Le choix des actions contre ou des actions pour. Effectivement, en ce moment, alors, on entend beaucoup de choses contre l'extrême droite. Vous avez fait une... Alors, vous avez fait effectivement un canular, mais on pourrait dire que c'est une action contre le projet de l'éoduc de Total. Mais quel est finalement là-dedans, comment est-ce que vous pondérez, comment est-ce que vous choisissez les actions contre, les actions pour? Qu'est-ce que ça entraîne en termes d'émotion et de mobilisation? Tu, tu veux y aller, chouchou, ou Vas-y, comment c'est Les questions sont pas faciles, hein. Non, non, mais elles sont trop intéressantes. En vrai, on se les pose carrément, hein. Euh, Nous, déjà, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez compris, on a une vraie gouvernance partagée et pour chaque action qu'on mène, on a vraiment tout un travail de stratégie et de se poser la question de pourquoi on fait les choses, c'est quoi nos objectifs, comment on les atteint. Et donc, dans ces moments de réflexion, on se pose toujours la question de savoir est-ce que là, on est dans du contre ou est-ce qu'on est dans du pour? En essayant de se forcer à aller dans du pour, ce qui est difficile, je sais pas pour vous, mais globalement, dans nos milieux, c'est quand même, au vu de tout ce qui nous arrive, pas être dans le contre, c'est compliqué. Et en plus, projeter un truc de positif, c'est pas simple non plus. Mais déjà, donc il y a une vraie réflexion collective de se dire, est-ce que là, on est vraiment dans du contre et dans de la dénonciation, ou est-ce qu'on est vraiment dans du pour? Donc pour moi, c'est beaucoup de réflexion collective autour de ça. On aborde un petit peu les deux. On se rend compte que c'est plus difficile de faire du pour. Mais on sait on a un peu fait les deux avec le bruit qui court et on teste les deux, on essaie d'apprendre de ces types de mobilisation différentes. Mm. Ouais, et peut-être en complément, j'ai l'impression que, enfin, on est peut-être des fois dans du contre, dans comment on va le penser, comment on va le réfléchir, mais que de l'extérieur, ce qu'il en ressort, c'est on va vers du pour. Parce que je pense qu'il y a aussi comment contrer, en fait, comment ne pas être dans de la réaction à chaque fois, parce que je pense que c'est aussi peut-être la stratégie de l'autre côté, côté extrême droite, ou que en fait tout ce qui sort, qu'on soit tout le temps dans de la réaction, et donc plutôt aussi essayer de, en étant dans le pour, ou en tout cas en montrant qu'on est dans le pour, de aussi aller chercher plus loin. Et en voyant un sujet de comment est-ce qu'on peut le porter, qu'avec quelque chose qui va avoir une action plus long terme. Donc ouais, je pense que ce que disait Julie, on est toujours un peu dans cet entre-deux. En fait, ça se complémente, quoi. Une question qui doit être pas mal partagée, j'imagine aussi. Est-ce que vous avez des idées ou des exemples, peut-être des exemples d'actions créatives avec peu de monde pour question qui vient d'un tout petit groupe local? Mais effectivement, victoire populaire, selon les emplacements, il y a des petits collectifs. Est-ce que vous avez des idées d'actions ou des exemples qui ont bien fonctionné? Grave, il n'y a pas du tout besoin d'être 150 pour faire des choses trop bien. Vraiment, pas du tout. Enfin, tu me diras, chouchou, si tu veux compléter, mais il y a plein de réponses à cette question. La première, c'est nous, un des messages qu'on a aussi au Bruit qui court, c'est qu'on pense que tout le monde est créatif et que tout le monde peut être artiste. Du coup, déjà, il y a un truc de légitimité et de vous dire, en fait, on est légitime pour réfléchir à quelque chose de créatif et à penser autrement. Première chose. Mm. Deuxième élément pour moi, si vous le souhaitez et si ça vous parle, vous pouvez aussi essayer de vous rapprocher de d'artistes qu'il y a localement qui ont, enfin, qui ont une compétence particulière que vous n'avez pas. Ne pas hésiter aussi à potentiellement mobiliser la troupe de théâtre du coin qui fait de l'impro tous les mercredis, votre copain qui dessine super bien et qui pourrait grave vous aider. Enfin, vous dire, vous êtes aussi pas toujours, pas forcément seul et vous pouvez aller chercher des artistes aussi à côté et leur demander de vous donner des coups de main.
Troisième chose, la créativité, ça se travaille et du coup, il faut avoir du temps pour ça. Et donc, moi, je vous conseille aussi dans ces moments-là de vous prendre des vrais temps en mode là, on prend 1 heure et on fait que brainstormer sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de créatif, d'amusant, d'un petit peu drôle. Mais en tout cas, il faut y mettre du temps et pas reléguer ça au fin fond de votre ordre du jour où vous arrivez à la fin et vous avez 2 minutes pour traiter le sujet. Voilà. Et du coup, des exemples concrets de choses qu'on fait, nous, on a notamment un projet, et notamment qui va parler des municipales, donc on lance aussi une perche ici. Euh, on a créé un projet qui s'appelle la Gazette du bruit qui court. On a repris les codes, vous savez, des gazettes du 19e siècle en noir et blanc. Et je sais pas si vous avez cet imaginaire, mais au 19e siècle, il y avait des crieurs et des crieuses de rue. Vous voyez les gens en mode Mesdames et messieurs, la nouvelle du jour, mesdames et messieurs, non, non, non. Et ben nous, on a repris ça. Et ça fait 1 an qu'on crée des gazettes régulièrement sur des sujets qui nous parlent et qu'on envoie en fait à des personnes dans le local, enfin au local, qui vont aller distribuer une gazette. Typiquement, ça c'est créatif, c'est très simple, ça peut même être un tract que vous décidez de faire, mais au lieu d'aller le distribuer normalement, vous allez un peu le théâtraliser. Et là, typiquement, on vient de faire une gazette avec Oxfam sur les municipales qu'on va distribuer début mars. Donc, si vos groupes locaux sont intéressés pour venir faire ça avec nous et venir parler des élections, n'hésitez pas. Mais ça, par exemple, c'est un truc assez simple. Il n'y a pas besoin de moyens de dingue. C'est une action qu'on peut faire à vraiment 2 ou 3 personnes. Voilà, par exemple. Faire, je sais pas, enfin, du collage et aller afficher des affiches, c'est aussi un truc que vous pouvez faire à pas beaucoup de monde et qui est très simple. Faire une mini scénette devant la mairie pour parler d'un sujet, bah, en fait, vous êtes 4, ça peut le faire aussi. Ne pas vous brider par le nombre de personnes. Ça fait le crieur de rue qui est effectivement le logo de Mediapart. Donc c'est un imaginaire qui est assez sympa. Oui, tout à fait, c'est vrai, carrément. Euh, Anne qui nous dit ce qui compte, c'est pas ce que vous parvenez à obtenir, mais comment ça vous transforme. La joie, c'est le meilleur moyen de cette transformation, la rencontre avec les autres aussi. Et donc il y a au moins une personne intéressée pour les gazettes. Trop bien. Je vois l'heure qui tourne, on approche de la fin de ce partage d'expérience. Déjà un immense merci. Est-ce qu'il y a un dernier petit mot, un dernier petit conseil avec lequel vous aimeriez nous laisser? Hmm, Est-ce qu'il reste d'autres questions en attendant? hmm, Hum, j'ai peut-être 2 trucs que je veux dire. vas-y. Ou vas-y, chouchou. Non, non, vas-y, vas-y. Et puis après, je résumerai peut-être en grands mots. Ouais, Genre vraiment, si on devait vous donner un résumé, nous, ça serait quoi? Vas-y. grave. Et ben, je pense que c'est un peu aussi dans le résumé, mais un des trucs aussi, moi, un vrai conseil, et qu'on doit vous dire à Victoire Populaire, pour continuer à avoir de la joie dans vos luttes, célébrez les victoires, même quand les échecs, quand ça marche pas, célébrez-vous de vous engager. Mais je pense que c'est aussi un des éléments qui fait tenir sur le long terme des collectifs et qui est pas à prendre à la légère quand on est enfin, quand on est mobilisé et qui favorise vraiment la joie. Donc, célébrer des choses, même si c'est parfois difficile, mais ça, c'est un peu un conseil clé que nous, on essaie de s'appliquer le plus possible. Très bien. Il y avait une question. Alors oui, il y aura un replay qui vous sera envoyé par mail, je pense, pour celles et ceux qui ont loupé le début. Une question de David, y a-t-il une forme de réseau d'artivistes selon vous? Et après, Chouchou, je te passerai la parole aussi si tu veux nous laisser avec quelque chose. Bah, nous, on est un réseau d'artivistes en vrai. Ouais. Vous pouvez rejoindre notre communauté. Je peux vous mettre le lien dans le chat aussi. On a une boucle Telegram où on met toutes nos infos en avant-première un peu aux gens qui mobilisaient. Et vous avez aussi la newsletter qu'on vous a envoyée. On met beaucoup de choses. Donc vous pouvez carrément nous suivre et vous aurez les infos sur la Gazette dans ces espaces-là. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez carrément devenir artiviste. Et là, je sais pas s'il y a des personnes, il y a personne à Bordeaux, mais on lance une académie de l'artivisme à Bordeaux ce samedi où on va former des gens au local sur l'artivisme et on espère faire ça dans plein d'autres villes après. Donc en vrai, si vous nous suivez, on espère que vous pourrez participer à ce genre de formation pour amener aussi de l'artivisme dans vos luttes et qu'on vous donne plein de conseils pour le faire comme il faut. Voilà, je vous envoie le lien de la communauté et Chouchou, si tu veux dire un truc, vas-y. Oui, non, je me disais, je pense que plus largement, moi, j'ai l'impression de ressentir qu'il y a un peu un réseau d'artivistes qui commence à se tisser, parce que nous, on travaille avec d'autres artivistes aussi. Enfin, j'ai l'impression aussi que c'est un mot qui arrive plus, mais peut-être que je le vois que dans mon écosystème, mais qui arrive aussi un petit peu plus sur la table. Donc, j'ai espoir aussi de croire que un réseau peut grandir aussi, aussi sur ça.
Et je vois qu'il y a une question, est-ce que vous chantez en chorale? On a effectivement une chorale du bruit qui court qui fait aussi des actions et des moments. Donc ça, le chant est aussi clairement un format de petite action, même quand vous n'êtes pas beaucoup. Enfin, pour moi, déjà même être 10 et chanter à 10, c'est déjà ça peut être très très fort aussi. Et merci beaucoup Pascal qui dit c'est génial, c'est format court et bravo au bruit qui court, ça donne la pêche. Et ben ça tombe bien, c'est le but. Ah oui, une petite question que je prends au passage, comment vous financez-vous? J'ai vu don, est-ce que vous faites des prestations? Vous pouvez peut-être le dire ici. Ouais, on a effectivement un modèle économique assez pluriel, pour pas dépendre uniquement de une seule chose et essayer d'être un peu résilient aussi. Donc effectivement, il y a les dons qui sont possibles. On fait effectivement, on a aussi toute une partie de prestations du coup entrantes, comme je disais au tout début, d'ONG, d'associations, où c'est déjà arrivé d'entreprises de l'ESS ou avec des universités qui viennent nous trouver et qui ont envie qu'on intervienne avec des prestations ou des ateliers ou des spectacles. Donc on a aussi ce format un peu plus prestation, un peu plus classique on pourrait dire. Et après on est aussi beaucoup à survoler un peu tout ce qui va être appel à projet, pour aussi répondre à des appels qui pourraient répondre à nous ce que l'on propose et ce qu'on a envie de défendre. Et notamment là, on a répondu aux appels Erasmus+, qui proposent tout un panel de projets assez différents et quand même qui peuvent être assez engagés. Donc là, on a répondu à ça dernièrement pour faire un gros projet. Donc on essaye un peu d'être pluriel pour pas dépendre que d'un seul point financièrement, quoi. Tout à fait collectif dans le champ des arts visuels et des affiches, ces formes de lutte également. Y a-t-il un collectif existant en Moselle des victoires populaires ou des bruits qui courent? Je pense que oui, il y a des groupes locaux un peu partout en France, mais j'ai pas la réponse précisément. Mais je t'invite à aller chercher sur le site de Victoire Populaire, il y a la liste des groupes locaux. Euh, On va arriver à la fin de cette formation pour tenir le timing. Merci beaucoup en tout cas de votre participation dans le chat et un immense merci. Vous pouvez les remercier également, Julie et Chouchou, un immense merci d'avoir pris ce temps-là et d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment très chouette et je vois au message dans le chat que ça a fait écho en tout cas et que ça a donné des inspirations ou des idées. Un tout petit dernier mot pour dire que on parlait des financements, ça fait une bonne transition, que cette formation est financée par vous, Victoire Populaire, et bien évidemment dépend à 100% des dons citoyens. C'est aussi un des trucs qui garantit son indépendance. Et donc, du coup, vous pouvez rejoindre les 1500 citoyennes et citoyens qui nous font confiance avec un don mensuel. Vous avez le lien et le QR code ici. Un immense merci. Merci à toi, Euh, Florent, pour la Merci. Frangine, discussion et tout. Et merci tout le monde d'avoir été là, c'était trop chouette. Merci pour tous ces partages aussi. C'était vraiment top. merci beaucoup. Je vous souhaite une super journée à toutes et tous. Bonne Et journée. Merci. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, c'est chouette, on voit tout le monde là, on voit Ouais. les têtes. Top. ouais, voilà. Désolé, enfin arrêté le partage. Bien d'avoir Merci des tout le visages. monde. Bonne Merci. journée.